forever. NBA now and forever. Je ne croyais pas que ça finirait de cette manière. Finir? Non, le voyage ne s'achève pas ici. Insulter des joueurs et des franchises n'est qu'un autre chemin qu'il nous faut tous prendre. Le rideau de billets verdâtres d'Adam Argent s'ouvrira et tout sera brillant comme l'argent. Alors vous les verrez. Quoi, catch and shoot? Voir quoi? Les chroniques hebdomadaires et au-delà, la lointaine odeur de sang sous un fugace lever de soleil. Alors, ça ne va pas si mal? Non. Non, en effet. Bonjour à tous nos chers auditeurs et bonjour à toute l'équipe Forever Team Duncast. Ouais, ça fait vraiment longtemps que je suis pas revenu dans cette émission. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Loris, aka Catch and Shoot, et chaque semaine, ou vraiment presque, je reviens sur un sujet d'actualité, un coup de cœur, un coup de gueule, et sur les plus belles histoires de notre ligue préférée pour cette saison. Et pour ce retour, on va parler des Los Angeles Clippers, époque Lob City, et afin de leur rendre hommage, je vous annonce qu'après cette première chronique de la saison, je ne reviendrai plus jusqu'à l'année prochaine, à l'image de ces nullards incapables de passer un premier tour. Alors je ne vais pas vous refaire tout l'historique de cette équipe car mes compères vont s'en charger très certainement et si c'était pas prévu, eh bien démerdez-vous avec ça. D'autant plus que j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos sur ma chaîne. Abonnez-vous, mettez pouce bleu, vous êtes des tigres. Les deux choses les plus importantes à savoir au sujet de la naissance de cette équipe, c'est 1. La draft de Blake Griffin et 2. Le cadeau de David Stern alias Palpatine aux Clippers. On va pas refaire l'histoire, Chris Paul doit être transféré aux Lakers, mais la NBA est propriétaire des Hornets à ce moment-là, et David Stern bloque l'affaire, et la suite, on la connaît. Une nouvelle théorie du complot parmi tant d'autres, comme le first pick de Dallas après le trade de Doncic, l'enveloppe gelée de Patrick Ewing, ou encore les matchs à 0 points de Tyus Jones pour des paris truqués. Comment ça, elle est juste nulle? Chris Paul rejoint donc les Clippers où Griffin ne tarde pas à exploser, et petit à petit se crée un truc que les influenceuses françaises n'ont pas, une identité. Les Clippers deviennent Lob City en hommage aux nombreux alley-oops envoyés par Chris Paul et Jamal Crawford à Griffin ou encore DeAndre Jordan. Mais bon, on peut aussi l'appeler Flop City, parce que quand dans ton effectif tu as le meilleur meneur de la ligue, l'un des meilleurs postes 4, l'un des meilleurs pivots défensifs, le meilleur 6e homme de la décennie et l'un des meilleurs shooters avec Jean-Jacques Bitrouge, je comprends toujours pas comment ils ont fait pour pas faire une finale de conférence ceux-là. Ah mais moi j'ai une réponse Explique. Regardons par exemple un temps mort de l'équipe à l'époque. Coach, ils sont sur un run de 10-0. Ils peuvent revenir à 3-3 dans la série alors qu'on menait 3-1. Qu'est-ce qu'on peut faire? Let's go guys, let's go guys, let's go guys. Ah ben n'en dis pas plus, j'ai compris. Non mais c'est sûr, perdre contre Dwight Howard post-Lakers, Josh Smith qui se prend pour Steph Curry, Harden sur le banc pendant les 4e quart-temps, y a rien d'honteux, non. Après tout n'est pas à jeter dans cette équipe loin de là car elle nous a quand même fait rêver avec ses actions spectaculaires. Chris Paul s'est encore un peu plus établi comme un fort meneur, Griffin n'a cessé de se développer avant que les blessures ne le rattrapent, et même JJ Redick a augmenté sa moyenne de points chaque saison pendant 12 ans. Pas rien. Et avec Chris Paul qui vient d'annoncer sa retraite à la fin de cette saison, cela marquera définitivement la fin d'activité des membres de cette belle équipe. Eh mais il joue encore DeAndre Jordan. Ah bon? C'est le retour des chroniques, espèce de sale. Chargé. Aïe, 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 aïe. Voilà. Le retour. Toujours. Voilà. Magnifique, exceptionnel. Un Voilà. vrai égal, vraiment. C'est ce qu'on appelle un retour canon. Ouais. Là, on est sur du 30 sur 30. Magnifique. Exactement. Merci Loris pour cette belle introduction. Du coup, bienvenue sur Forever Team Podcast, au passage. Vladimir, Yes. Kevin, Damas, voilà. On se présente plus. Comment ça va, messieurs? Très bien. Très très bien. Non, Mieux top. que les Clippers en ce moment. Ouais, mieux que les Clippers. C'est pas dur en même temps. Non, écoute, t'es bien placé pour le remplacer. En tout cas, pour moi, c'est un épisode que j'estime quand même important. On devait déjà le faire, je crois, première ou deuxième saison Team Duncast, je crois déjà de base. Parce que c'est quand même un sujet que j'estime de la plus haute des importances. Pour les personnes qui ont accroché la NBA au cours des années 2010, voire fin années 2000, ça reste quand même une hégémonie d'équipe auquel on doit forcément évoquer. Où on a vu beaucoup d'espérance, mais également beaucoup de regrets. Donc on est là pour développer ça.
Et ouais, en effet, on va aborder un sujet, oui, qui n'était pas forcément on va dire, dans le scope de Team Duncast de l'époque, mais maintenant on en profite, hein, on en profite pour faire aussi un peu la décennie 2010 et début 2020, avec notamment une équipe. Est-ce que, là, direct comme ça, est-ce que c'est pas l'équipe emblématique par excellence des années 2010? Qu'est-ce qu'on entend par emblématique? Et qui représente les années 2010. Alors, on peut parler peut-être des Heatles, hein, de Miami, mais ça aura quand même duré un peu plus longtemps que les Heatles, ça aura duré un peu plus que 4 ans quand même. Donc, est-ce que c'est pas l'équipe vraiment qui représente la décennie des années 2010, les Clippers avec notamment Lob City? Moi, je laisse Kevin commencer. Il est mieux placé pour en parler. Ah. Bah, si on enlève les équipes qui gagnent, pourquoi pas? Mais c'est vrai que tout de suite, dès que tu dis Lob City, ça trompe pas sur l'époque que ça représente. Ça, je suis d'accord. Par contre, il y a une vraie identité là-dessus qui est vraiment marquée, au-delà juste du fait que ça soit rattaché aux Clippers. C'est une période de la ligue qui est bien représentée, ouais, par Lob City, en effet. Non, complètement, et on peut même élargir le spectre un petit peu plus loin avec les gens qui aiment le sport en général. C'est-à-dire que dans chaque discipline, vous avez, on va dire, des noms, des entités qui reviennent automatiquement à la surface quand vous remontez à une certaine forme de décennie. Et sur la partie NBA, les Clippers, automatiquement par rapport à la hype qui a été présentée et que on va très bien développer, bien entendu, automatiquement on se raccroche à ce qu'on a vu, et notamment lors des périodes printanières, parce qu'on sait tous qu'au printemps, puis ce qui est bien, c'est que handball, basket, football, toutes les périodes de printemps, c'est des périodes qui sont charnières où on va décerner les bonnes équipes avec les grandes équipes. Et dans ce spectre, les Clippers sont automatiquement, Clippers 2010, Lob City, sont automatiquement dans le viseur de tout ce qu'on va évoquer et de ce que ça représente encore aujourd'hui, pour beaucoup, même une certaine forme de déception. Parce qu'il faut se souvenir où on était fin années 2000, quand les Clippers sont venus. Vas-y. Allez, vas-y. Je te sens, là, tu peux lancer la machine. Non. En fait, moi, franchement, quand on a préparé ce podcast, j'avais envie que Kevin parle un peu de l'image de Los Angeles. C'est là où je l'attends. En vrai, j'ai vraiment... Le partage du Staples Center. Mais tu vois, il y a... La Crypto.com Arena, s'il te plaît. Je déteste ce nom. Quelle horreur, mais quelle horreur. Oh là là. C'est clair. C'est une horreur. Mais, moi, franchement, pour les supporters des Lakers, quand ils me parlent des Clippers, j'attends pas que, ils sont claqués, ils sont nuls. Non. Il faut qu'on aille plus loin dans le développement des choses et comprendre c'est quoi les Clippers. Et je pense que les Lakers, supporters, qui sont là depuis un certain moment, sont les mieux placés pour en parler. Moi, pour ma part, je reviens sur certaines formes d'individualité. En premier lieu, Blake Griffin. Ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans le détail. Mais Blake Griffin, il est dans la suite des nombreux ailiers forts qu'on a vus très forts au cours des années 2000. Donc, quand on l'a vu arriver dans la ligue pour maintenant régner sur les années 2010, on attendait une certaine forme de continuité, en tout cas pour ma part, parce que c'est un poste que j'aime beaucoup. Et, il y a des choses à dire. Et que dire de Chris Paul? Alors là... On va pouvoir aborder le sujet. Alors, ce que je vous propose, c'est de se reprendre, on va dire, tranquillement et chronologiquement, peu sur, justement, sur comment tout cela s'est construit. Et puis, on est obligé, voilà, le vrai point de départ, pour le coup, c'est l'arrivée d'un certain Blake Griffin, draft 2009, first pick, pour le coup. Cependant, first pick, mais qui aura quand même demandé aux Clippers d'avoir, de libérer de la place. Parce que le roster était déjà blindé à cette époque-là, et c'est notamment donc un Zach Randolph qui part aux Grizzlies, avec aussi un échange avec Quentin Richardson qui vient aux Clippers, mais qui derrière est relâché aux Wolves pour un certain Sébastien Telfair, Greg Smith et Mark Madsen. Bon bref, c'est un bordel d'ailleurs. Sébastien Telfair qui fait un peu parler de lui en ce moment en termes de banqueroute. Ouais, le cousin de Stephen Marbury. Il est complètement à la rue, le type. Le mec, il réhabite dans un HLM à New York, dans le Bronx. Et les États-Unis. C'est terrible. Hein. C'est impitoyable. Ça, de ouf. Et donc, la vie sociale, quand elle vient te gifler. Continue, Vlad. Vas-y. C'est terrible, pour le coup. Mais, donc, Blake Griffin, qui arrive, et c'est vraiment, on va dire, le point de départ de cela, qui est en provenance donc d'Oklahoma, au passage. Première saison blanche
de Blake Griffin Bien sûr. qui se blesse sur le dernier match, je crois, de pré-saison. J'ai plus l'équipe en face, mais bon, c'est pas grave. Qui se fait une fissure ou fracture de la rotule. C'est pas rien. Ouais. C'est pas rien pour le coup. Donc saison blanche et bon, à vrai dire, hein, de toute façon, c'est aussi le point de départ des Clippers de cette époque-là, c'est que de toute façon les Clippers post-saison 2005-2006 qui aura été fantastique, il y a absolument plus rien. Il y a absolument plus rien, c'est un vide intersidéral pour le coup. Je sais pas si vous avez autre chose à rajouter sur ce contexte. Non, c'est quand même intéressant quand même que tu mentionnes ça, c'est-à-dire les Clippers rapidement avant année 2010, il y a eu en effet l'épopée des playoffs 2006 où on s'était bien marré, on avait vraiment apprécié ce qui s'était passé au niveau de ces collectifs, mais malheureusement il n'y a pas eu de continuité malgré l'arrivée de Baron Davis, qui est un joueur qui est quand même important, originaire de la Californie, c'est peut-être quand même à signaler. On UCLA. s'attendait Voilà. Mais en plus, donc on s'attendait à un certain niveau de performance qui n'a pas été le cas, et en plus après les blessures l'ont rattrapé. Et à vrai dire, ça reste quand même une franchise qui est ennuyeuse, qui nous ennuie, et on se posait même la question pourquoi les Clippers existent malgré les petites épopées, malgré les belles aventures de Lamar Odom, Corey Maggette, toute cette génération Curry Tarchan début années 2000, 2002 où ils étaient pas loin des playoffs 2002 justement. Mais en soi, il y a rien d'autre à dire. Donc l'arrivée de Blake Griffin met une image où on se dit, ah, là, on a affaire à une franchise qui va commencer à compter. Mais rappelez-vous l'attractivité que Blake Griffin avait réussi quand même à mobiliser. C'est quand même exceptionnel. Surtout que le contexte de la NBA est quand même intéressant parce qu'on est dans le duel Lakers-Celtics au niveau des finales NBA. On sait très bien que le Magic était présent. Bon, avec l'absence de Kevin Garnett, ça a quand même ouvert la voie quand même pour le Magic, mais c'est quand même bien pour Dwight Howard, il y a une réalité. Et donc, les Lakers dominent dans la ligue. Et en tout cas, ils reprennent le titre au Celtics après 2008. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des seconds couteaux? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Blake Griffin qui arrive dans la ville majeure aujourd'hui dans la ligue. Oh! Donc, ça nous laisse présager en se disant, ah, est-ce que les Lakers vont avoir peut-être de l'adversité dans les années à venir? C'est des questions qu'on peut clairement se poser. Mais Blake Griffin attire tous les regards. Déjà par son physique, c'est un amoureux de sport, il a failli faire du baseball. Le mec, il colle à toutes les cases, on va dire, de l'américain moyen qui aime la télé, qui aime le sport. Oh, alors là, un métis. Le culturisme. mais Vlad Jeter, franchement. Ah non, mais c'est vrai qu'il coche beaucoup de cases. En plus, c'est quelqu'un, et on le verra même par la suite, et c'est même actuel, enfin c'est même valable maintenant, c'est quelqu'un qui, je pense, c'est peut-être le client parfait pour la télé. C'est un mec qui s'exprime déjà très bien, déjà de un, qui a toujours une très très bonne communication. Il n'y a jamais eu on pourra même le voir par la suite, il n'y a jamais eu il a jamais eu de déboire, il a jamais eu de réel affaire, bon, en dehors du fait qu'il ait eu, qu'il ait eu des aventures avec la famille Kardashian aussi au passage, Jenner Kardashian. Évidemment, bon, comment les oublier? Il en est victime lui aussi, malheureusement, un soldat qui est encore tombé. Mais c'est vrai que c'est, le gars, tu sais, qui fait un petit peu gendre idéal aussi. Enfin, le mec qui a aussi énormément d'humour. Ça compte aussi énormément sur le paysage audiovisuel, et qui maintenant est un analyste chez Amazon Prime. Donc voilà. Donc le mec coche vraiment toutes les cases, et en plus, il est, voilà, sur la vitrine. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux comme vitrine? Peut-être New York éventuellement, comme vitrine NBA. Et encore, on va dire que les deux se valent, avec peut-être des environnements différents, mais voilà, tout est fait pour que les Clippers puissent briller, sachant que il y aura par la suite aussi David Stern qui va aider un petit peu à ce que cela se façonne tranquillement au fur et à mesure. On viendra par la suite. Mais surtout aussi, faut en parler parce que c'est aussi une personne qui est majeure à cette époque dans la franchise des Clippers. C'est qu'à la tête de ces Clippers, nous avons Mike Dunleavy Sr., qui est à la fois coach ainsi que general manager. Ce qui était aussi general manager. Bon, malheureusement, saison 2009-2010 qui fera pas long feu, malgré tout. Mais un autre viendra prendre la place après, on aura le temps de revenir là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'aimerais tout à fait. Après, peut-être que Kevin... Vas-y, Kevin. Je voulais juste rajouter que, en plus, du coup, Blake Griffin, il arrive aussi avec ce côté où au-delà de tout ce que tu as mentionné hors sportif, il y a aussi forcément ce qui dégage sur le terrain, tu vois, ce côté un petit peu bête féroce presque, de pouvoir mettre des posters que même quand on a déjà vu pas mal
dans la ligue des surathlètes capables d'envoyer des trucs assez sales. Lui, il arrive avec un truc où tu te dis, il y a un truc encore différent, tu vois. Genre, c'est très très spectaculaire et très bestial presque, ouais, j'ai envie de dire. Et du coup, en fait, c'est comme tu dis, ça matche bien à ce moment-là pour les Clippers qui sont un petit peu en quête d'identité finalement Tout à fait. depuis toutes ces années, même si les Clippers quand même, bon, il y a eu toute une période où avant ils étaient, c'était les Braves de Buffalo, après c'était les Clippers de San Diego, et les Clippers de Los Angeles, c'est quand même depuis 1984. C'est-à-dire que en 25 ans, t'as eu quand même beaucoup d'errance et de manque d'identité et de ce côté-là, de te défaire de l'autre club de la ville avec les Lakers, quoi. Finalement, t'arrivais jamais à construire quelque chose qui te permettait de sortir, d'être juste la petite sœur des Lakers. Même en 2005, 2006, quand t'as des périodes un petit peu plus satisfaisantes, on va dire, en termes de résultats collectifs, et ça reste au final juste un petit astérix dans les années 2000 à 2010 qui sont aussi clairement compliquées et sans réelle orientation pour ces Clippers, quoi. Donc là, en fait, c'est à la fois ça marque un renouveau, mais enfin surtout une nouveauté dans les Clippers, c'est d'avoir quelque chose auquel on peut se rattacher, on peut s'identifier et qui peut amener des fans aussi qui manquaient peut-être à cette époque-là. Absolument, absolument. Surtout en termes de fans, nous-mêmes, on a commencé l'ère YouTube, qui est quand même déjà bien lancé, soyons clairs, début année 2010. Mais les highlights où tu as le fameux surnom des Clippers qui s'appelle Lob City. Enfin, on arrive justement à cette marque identitaire, à cette marque de différenciation dans la ville de Los Angeles. Et Dieu sait que c'est pas facile quand vous avez les Lakers de l'autre côté, qui sont champions en titre. Ne l'oublions pas pour la saison 2010-2011. Alors, en tout cas, pour le début de l'exercice. Tout se fait, on va dire, c'est le rayon de soleil qui est positionné sur Blake Griffin, mais soyons clairs, il manque un nom par rapport à ça. Et c'est important quand même de mentionner les Lakers, parce qu'automatiquement, ils sont clairement concernés par rapport à l'étape d'après. Et quelle étape, justement, va marquer un impact important pour un joueur qu'on a envisagé de comparer à Tony Parker. Ça, vous pouvez le mettre en extrait, vous l'envoyez sur les réseaux, si pitchy Tony Parker, c'est un scandale de faire des trucs comme ça. Vas-y, Vlad. Ça, c'est pour DJ Flexta, ça, je pense. Oh, qu'est-ce que t'as fait, poteau? Dédicace quand même au Tom Show qui fait quand même aussi du très bon taf, à côté. C'est juste de la taquinerie pour le coup, oui. Mais c'est vrai que pour le coup, on est obligé de parler en 2011, donc comment dire, du veto. Voilà, ça s'appelle comme ça, du veto entremis par David Stern, car un accord avait été trouvé pour un échange auprès des Lakers, donc de Chris Paul. Donc Chris Paul arrive aux Lakers, sauf que David Stern, qui était à l'époque propriétaire de la franchise de New Orleans, car elle appartenait à la NBA. Donc lui, il a décidé de mettre son veto. Alors la raison officielle, on l'aura jamais. Enfin, non, on n'a jamais eu réellement de raison pour cela. Ça a jamais été dit. Est-ce que concurrence déloyale, je sais pas, fair play financier ou je ne sais quoi, enfin peu importe. Il n'y a jamais eu de réelle raison qui a été abordée autour de ce veto, mais bon, de toute façon, le système était fait comme ça, donc malheureusement, pouvait pas passer au travers, même s'il y a eu des recours qui ont été faits pour cela. Au final, Chris Paul qui atterrit. Alors, d'abord, il y a Caron Butler qui arrive aussi. C'est pas négligeable, qui fait aussi partie du visage de cette franchise. Il y a aussi Chauncey Billups qui arrive, sans parler derrière donc des Eric Gordon, Chris Kaiman et Al-Farouq Aminu qui auront été aussi transférés cette fois-ci pour Chris Paul, donc qui arrive à Los Angeles, mais pas dans la franchise à laquelle il était prédestiné pour le coup. Puis là, c'est quelque chose qui va quand même prendre, on va dire,
assez rapidement. On est quasi immédiatement sur de la machine à LIS, hein, sachant qu'on est aussi en sortie, que je vous dise pas de bêtises, oui, on est en sortie de Lockout. Exactement. Ou non, c'est la transfert- saison d'avant, pardon. Je En dis fait, une la bêtise, saison c'est la d'avant, saison d'avant. 2010-2011. Là, on est en saison Ouais, ouais, 2011-2012. En fait, Ouais, le transfert, les transferts se réalisent, surtout pour Caron Butler et Chauncey Billups, c'est fin année 2011. Donc, décembre 2011, que les transferts, justement, s'effectuent avec, justement, les trades, où, en effet, le transfert est donc réalisé. C'est frustrant pour Chris Paul. Juste un petit point, peut-être avant que Kevin puisse aborder la partie Lakers. Moi, j'étais quand même très déçu. Déjà, de un, j'étais déçu que Chris Paul n'arrive pas à surperformer du côté de New Orleans, parce que moi, j'estime que c'était le meilleur meneur de la ligue. Déjà, de un, sur les fins d'année 2000, avec la 3e place 2008 MVP, 2008, vraiment. Et d'ailleurs, c'était même là où je me suis dit que les Clippers, ils font une dinguerie, au niveau positif, soyons clairs. Tu prends un joueur, un meneur de jeu, à l'époque, il fait du 20 points, 10 passes D, avec très peu de ballons perdus, ça n'existe pas. Et avec des pourcentages de malades. C'est la raison pour laquelle moi j'estime que c'est un débat complètement absurde de ce qu'on a foutu. Mais bon, je termine la fenêtre à la porte. Les Clippers récupèrent le meilleur meneur de la ligue. En fait, il n'y a pas de discussion. En tout cas, par rapport à ce qu'il produit sur le terrain. Ça, c'est une évidence. Sans forcer, il est d'une propreté, il domine, il est légitime, mais il évolue en New Orleans. Parce que Kobe Bryant le prend très mal également, ce non-transfert, où il dira, je préparais Chris Paul à reprendre les clés de la franchise. Mais vous imaginez le passage à témoin qui se préparait pour les années 2010? Et ce à quoi on est passé à côté. J'aime pas les Lakers, hein. C'est pas mon équipe, j'aime bien les battre, y a pas de souci avec ça. Mais on aime voir les belles choses. On aime voir les grandes choses. Et les Lakers font partie de ça. Moi, je sais pas, hein. Kevin, tu peux peut-être reprendre la main, mais moi, vas-y. Ah, c'est vrai que du coup, déjà, il y a ce côté où c'est la première fois qu'on voit un veto comme ça sur un transfert, en fait. C'est ça qui est assez. C'est du jamais vu. Et je pense qu'on en reverra peut-être sûrement jamais aussi, tu vois. Finalement, on saura jamais pourquoi la ligue a décidé d'intervenir dans un transfert purement sportif et qui du coup change drastiquement la carrière de Chris Paul, mais aussi du coup la décennie des Clippers finalement, puisque si tu as Chris Paul qui part aux Lakers comme prévu initialement, on n'aurait pas eu Lob City, on n'aurait pas eu tout ce qu'il y avait derrière, même s'il y avait déjà des prémices assez intéressants chez les Clippers, mais ça a été vraiment le coup de boost inattendu en fait pour les Clippers qui est arrivé un petit peu comme un don du ciel et qui a permis de créer vraiment et de cimenter ce côté Lob City. Et puis par rapport aux Lakers en plus, c'est une période très creuse pour les Lakers avec l'après Phil Jackson, où on va aller sur des choses pas très belles, notamment hein, on se souvient le moment où t'essayes d'empiler beaucoup de talent avec du Nuage, du Howard, etc. et que ça fonctionnera jamais finalement. Il faudra qu'on en parle, hein, Kevin, hein, tu vas pas y échapper, hein. Mais du coup, au final, en fait, ça rebascule un petit peu les cartes avec des Lakers qui sont en pente descendante et les Clippers ceux qui sont plutôt dans une bonne dynamique. Et du coup, on se retrouve même à avoir une battle de Los Angeles un petit peu qui devient véritable et qui n'est plus juste une simple domination des Lakers et les Clippers qui essayent de faire acte de présence, mais plutôt les Lakers qui essayent de se battre avec leurs armes et des arrivées en masse de superstars, pendant que les Clippers sont autour d'un duo et d'une identité Lob City qui est de plus en plus performante sur les terrains déjà, mais aussi qui a de plus en plus de succès dans la communauté basket de manière générale, quoi. Absolument. En fait, c'est un très bon virage là que tu es en train de mentionner, c'est que les Lakers, regardez qu'ils affrontent même en playoff et qui se font rouster. Ils se font rouster après les années 2010 et après Dallas, bien entendu, face aux équipes qui commencent à être montantes, surtout des années 2010, à commencer par le Thunder.
C'est là Ouais. où les Lakers commencent à perdre pied parce qu'il n'y a pas eu de suite générationnelle au niveau de leur roster qui sont capables de faire face justement à ces joueurs qui sont arrivés dans la ligue après 2006, draft 2007. On pense en premier lieu à Kevin Durant et surtout Russell Westbrook qui fait qui fait même une demi-finale conférence Ouest face aux Lakers qui est mais en fait physiquement il est imbattable le mec. Il est d'une violence le monsieur, mais les Lakers n'arrivent plus à suivre physiquement. Maintenant, c'est pour ça que le manque de virage Chris Paul, il n'est pas que perdant que pour Chris Paul et gagnant pour les Lakers. C'est également pour les Lakers, c'est également se dire, le virage entamé, parce que Kobe Bryant commence à vieillir, sans compter même Pau Gasol, il risque d'être vilain. Non, c'est ça. Après, je sais Sans pas compter, si, tu vois, si par exemple Chris Paul arrive aux Lakers, est-ce que vraiment ça sauve un petit peu cette décennie pour les Lakers pour autant, tu vois? J'ai l'impression que c'était plus dysfonctionnel à pas mal de niveaux, que tu venais d'avoir le dernier back-to-back et que derrière t'as pas su gérer sur comment avoir une bonne fin de carrière, on va dire, pour Kobe et bien l'entourer, Kobe, ouais. etc. Je pense que si t'as pas eu Chris Paul, mais s'il était venu, ça aurait pas forcément changé les 5-6 années d'après, tu vois. Bah après, ça reste, je sais pas, ça tu reste vois. à voir. Ça Là, reste tu à veux voir quand répondre? même. Ouais. Bah, Moi, ça je- reste à voir quand même parce que Chris Paul, quoi qu'il en est, en plus tu l'amènes à Los Angeles, ça attire. Ça Bien sûr. attirera Ah bah quand ça, même. c'est sûr. Ouais. Ah Ça ouais. attirera du talent. Je pense pas. Alors après, moi, ce dont j'aurais été hyper curieux, c'est de voir justement la place qu'aurait pris Kobe Bryant à côté. Moi, c'est surtout ça. Voir est-ce qu'il aurait vraiment laissé un peu la place en mode je suis option 1 bis parce que voilà, Chris Paul il est en pleine force de l'âge, Bien sûr. contrairement à un Kobe qui commence justement à être un tout petit peu sur la pente descendante. Ce qui est normal. Voilà, c'est de voir comment les options auraient pu être gérées à côté, avec aussi un Pau Gasol qui est vieillissant, sans parler d'Andrew Bynum aussi. Bon, voilà, qui malheureusement n'aura pas donné grand-chose par la suite. Et puis, bon, pareil, les Lakers, quand on regarde bien la profondeur d'effectifs, Derek Fisher aussi qui commence à se faire bien vieux. sûr. Et puis après, la profondeur de l'effectif n'est pas non plus si profond que ça, mais je veux bien les Sasha Vujacic, etc. C'était bien sympa dans une c'était bien sympa dans une dynamique qui était voilà déjà présente avec une équipe qui s'est construite au fur et à mesure des années, mais au bout d'un moment, ça a ses limites. Donc peut-être que justement, ça aurait peut-être permis de peut-être donner un nouveau souffle. Alors après avoir les limites peut-être aussi Oui, de parce qu'après t'as aussi de la ce move. blessure, t'as aussi la blessure en 2012 de Kobe qui est un peu ça le truc que tu Face peux. aux Warriors, ouais. Mais en Ouais. même temps, c'est vrai que si t'as un Chris Paul qui arrive 2 ans plus tôt, peut-être que t'as besoin d'avoir un Kobe Bryant qui a moins besoin de porter la gonfle tout le temps, etc. Et que tu peux peut-être moins lui tirer dessus tout le temps en saison régulière parce que comme on a dit, t'es de plus en plus limite chaque saison pour essayer d'être un minimum compétitif. Donc Mais bien sûr. après ça, Mais- c'est toujours avec des si, on saura jamais, mais c'est vrai Non, qu'en non, tout cas, ça aurait été le meneur avec, le plus fort avec lequel aurait pu jouer Kobe Bryant, quoi. mais C'est- absolument. Ça, absolument. ça aurait pu être intéressant. Complètement, et en plus automatiquement t'amènes comme tu l'as bien dit Vlad, une attractivité nouvelle, mais surtout un degré de compétitivité qui t'oblige à être fort parce que Chris Paul est là. Et ça c'est un détail qui C'est est vrai. c'est un détail qui est très important et que les Lakers savent faire. Parce que dans d'autres franchises vous pouvez recruter des gros joueurs, mais vous n'arrivez peut-être pas à être à un niveau de compétitivité qui vous permet d'être dans une dimension du titre. Or que les Lakers n'ont pas besoin de forcer. Ils n'en ont pas besoin. Même à l'heure actuelle, on en a parfaitement la preuve. Donc, t'as des joueurs moyens, des joueurs de devoir qui vont se mettre dans la disposition chez les Lakers pour hausser mon niveau de jeu. Mais là, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les Clippers sont maintenant capables de passer cette étape-là? Certes, ils ont voulu monter les gros bras. Et d'ailleurs, même, on l'a très bien vu. Je sais pas si vous vous souvenez de ce dunk de malade en début de match. Clippers, Lakers, Staples Center. Mais, bien entendu, au match domicile pour les Clippers. Et au tout début de la rencontre, t'as un alley-oop de malade de Blake Griffin sur la tête de Pau Gasol, mais d'une violence. Et t'as Andrew Bynum qui se retourne, aïe, et il fait un visage. Il y a l'alley-oop, il y a un alley-oop, mais il y a aussi, c'est là où il le fracasse Pau Gasol, c'est sur une claquette dunk aussi là à deux mains là. Exactement. Oh là là. Bon, on vous mettra les images si vous êtes sage. Avec plaisir.
Non, mais Et c'est- surtout Vas-y, que vas-y. en fait le virage en plus il est plutôt bien pris parce que avec Ah bah, l'arrivée de Chris Paul au mois de décembre 2012, série de 17 victoires consécutives. Waouh. Ils font un 16-0 sur le mois de décembre. Si ça c'est pas beau. Et Clippers. Et le tout d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément fait la transition. Celui qui est au coaching maintenant, c'est Vinny Del Negro, hein, l'ancien coach de Chicago, hein, Tout à fait. qui Tout à fait. qui du coup prend le relais, Prend la suite, prend le ouais. relais. Voilà, mais c'est- suite notamment. C'est déjà marquant par rapport à là où veut se positionner clairement les Clippers. Après, c'est vrai que on peut clairement critiquer parce que au-delà du 16-0, t'as beaucoup de rencontres où les Clippers sont saison régulière, mais gagnent très rapidement. Hein. Des plus 20, du plus 25 pendant la rencontre. Hein. Et pourquoi ils se permettent de pouvoir gagner autant rapidement les rencontres? Mais regardez la qualité des rosters des Clippers au cours des années 2010. Là, le 16-0 dont tu parles, on est sur la saison 2012-2013. Je vais Oui, vous donner des 2012. noms. Je vais vous donner des noms, laisse tomber. T'as Matt Barnes, genre de devoir, Chauncey Billups, qualité au niveau de la main. T'as Eric Bledsoe, le petit frère de LeBron James, on se demande Baby pourquoi. LeBron. Voilà, ouais. Et comment je appelle à 4 heures du matin. Oh, LeBron, je me sens pas bien. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, hein, mais il y avait des petits coups de fil comme ça, et LeBron faisait le mec pas enfin bref. Eric Bledsoe, Karen Butler, on ne présente plus, on s'en souvient Washington et tout, donc c'est une grosse tête, le hit aussi, Jamal Crawford, mais en 6e homme. Mais regardez les noms que je dis! Willie Green, c'est un bon joueur du côté des Sixers. Blake Griffin, on ne présente pas, t'as Grant Hill! Après, t'as les petits bonhommes, Ryan Hollins, hein, qui est du banc, il faut de la matière, il faut de la peinture, DeAndre Jordan, un bon défenseur. T'as Lamar Odom. Et t'as Lamar Odom pour ton effectif. Dont on connaît la capacité ouais. à la passe, à l'ayoup, au shoot, au rebond. Mais comment Bon, Chris Paul, on vient de le dire. Et après, bon, t'as notre Ronnie National, Ronnie Turiaf et d'autres noms dont j'ai pas envie de dire. Mais, les gars, après, on va parler de la partie playoff, ne vous inquiétez pas. Mais là, je vous laisse parler parce que moi, je suis déjà chaud. Ah non, mais c'est un effectif XXL avec, tu parlais de DeAndre Jordan. Alors certes, qui est un profil très défensif, mais qui se révèle complètement lors de cette période. Il faut rappeler qu'il aura même été All-Star pendant toute cette période-là. Hein, donc Vraiment. ce n'est pas rien non plus. Il fait vraiment partie du Big Three de l'époque des Clippers. Tu citais Matt Barnes aussi, qui sortait. Matt Barnes, il sortait des Lakers, si je dis pas de conneries. Matt Barnes, ou il était à Orlando. Il était aux Lakers, Ouais. hein. Ah, il était aux Lakers à cette période-là. Il était aux Il y a Lakers, Chauncey hein. Billups. Ouais. Il était aux Chauncey Lakers. Billups aussi, qui fait du très bon taf. Jamal Crawford qui sera le 6e homme de la décennie des 2010. Vraiment. Voilà. C'est machine à scorer. Et Grant Hill qui aura fait aussi un très très bon passage à Phoenix avant. Donc voilà, enfin, Oui. ils ont vraiment une équipe qui est bien construite avec un coach qui est très correct. Alors après, c'est pas non plus un coach 5 étoiles, hein, Vinny Del Negro, on va pas se mentir, mais ça reste quand même un bon coach. Un coach qui est capable de faire du résultat. Et puis surtout que sur cette saison 2012-2013, hein, donc post-lockout, on est sur un résultat de 56-26. Les Clippers n'ont jamais atteint ce bilan. Ah, c'est le meilleur bilan de leur histoire, en fait. Voilà. Donc, les Clippers ont vraiment atteint un step. Ils ont vraiment atteint une strate. Et puis, maintenant, il faut convertir. Au playoff. Et là, on tombe donc contre je crois que c'était le numéro 5, si je dis pas de bêtises. Le numéro 5, exactement. Un sacré le Grit and adversaire. Grind. Voilà. Les Memphis Grizzlies au premier tour. Clippers qui mènent la série 2-0, si je dis pas de bêtises. Mais qui derrière va complètement choke. Qui va perdre les 4 suivants, quoi. Ah, c'est terrible. Vas-y, Kevin, parce que là, je suis déjà chaud, tu me connais. Oh vas-y. Non, je t'en prie. Je suis en train de regarder, là. J'avais oublié qu'ils perdent les 4 suivants, en fait. Je croyais que ça faisait 2-1, mais non. Vas-y, Damas. Arrêtez quoi? Oh, bon, ok. Vous me laissez, c'est parti. En fait, c'est très intéressant cette confrontation que tu mentionnes. Grizzlies de Memphis, Los Angeles Clippers. C'est clairement le soleil contre le gris. Et en fait, on a, en tout cas, moi, plus jeune, en regardant ces confrontations, donc on est période printanière et tout, donc il faut dormir à 2h, 3h du matin, jusqu'au bout et pousser pour regarder la rencontre et tout. C'est pas grave, le lendemain, on se lève plus tard, je m'en fous. Parce que, il y a une vraie opposition de style. Et tous les commentateurs, à l'époque, si vous vous souvenez bien,
portait les Clippers. C'était les Clippers qu'on mettait en avant. On vous a parlé au tout début du podcast où en effet Blake Griffin c'était la nouvelle image de la franchise. Est-ce que vous vous souvenez du concours de dunk qu'il a fait au-dessus de la voiture? Évidemment. Mais quel Ça, concours! pareil. Mais tu vois, c'est Blake Griffin qui le fait. Et donc automatiquement, il séduit les gens. Donc on va s'attendre aussi à ce que les Clippers soient l'équipe qui puisse enfin commencer à gagner quand on a vu également la perte de vitesse du côté des Lakers. Et donc cette confrontation face aux Grizzlies, on se rend compte déjà qu'en 2012 déjà, il y a une première confrontation, faut pas l'oublier. Parce que ça, c'est une série qui est quand même importante. Déjà de 1, et qui l'emporte? Les Clippers. Qui est là? Chris Paul. Chris Paul fait une fin de série. Premier tour 2012 déjà, elle est rocambolesque. J'ai pas les stats devant moi, c'est bien dommage les gars. Mais en tout cas, 2012, tu sens que là, les Grizzlies ont très mal pris cette défaite. Donc en 2013, ils vont jusqu'en demi-finale. Tiens, les fameuses demi-finales, on va souvent en entendre parler. Ils s'inclinent face aux Spurs. Et là, on va pas leur en vouloir. Ils prennent 4-0. Tu commences à apprendre, il y a pas de souci. On va pas t'embrouiller pour ça. Mais 2013, comme tu l'as bien dit, Vlad, justement, il y a un couac. Et ce couac-là, c'est qu'on se dit, mais il est pas censé venir. Puisque l'an dernier, t'as fait ce qu'il fallait pour passer un step-up psychologique en play-off, pour éviter ce genre de circonstances. Mais là, t'as affaire en effet à un très gros accident. Quand il y avait 2-0, je vous dis la vérité, les gars, pour moi, la série était terminée. Les Clippers allaient en prendre un, les Grizzlies allaient en prendre un pour l'honneur, et après, ça allait se finir en Californie. On n'en parle plus. Il s'est rien passé de ça. Rien du tout. On a un Blake Griffin, c'est liquéfié. On n'a pas compris. Et quand à côté, t'as affaire à un joueur qui s'appelle Zach Randolph, qui est un joueur de qualité, n'oublions pas la qualité de ses mains et de son toucher, tu vas prendre ta sauce. Et c'est ce qui s'est passé. Les Clippers, aïe, est-ce qu'ils vont nous ennuyer vraiment ces mecs? C'est la vraie question. Non, c'est vrai que pour le coup, sur cette série, Zach Randolph, qui termine meilleur marqueur de la série avec un peu plus de 20 points par match, mais à 56% au tir, il aura tout fait. Ah ouais. Il aura vraiment tout fait. Il y a rien à dire. Après, la marque est quand même très très bien répartie du côté des Grizzlies, mais c'est vrai qu'on a toujours, en fait, sur les 4 matchs qui suivent, sur les 4 derniers matchs, les Grizzlies l'emportent à minima plus de 10 points à chaque fois. Donc voilà, c'est qu'il y a pas de débat sur cette série, malgré Chris Paul qui essaie quand même de faire des choses au scoring, Oui. parce que il termine quand même la série à 22,8 points. Alors après on remet à l'époque, on remet le contexte aussi, 22,8 points en play-off à cette période-là. C'est quand même solide, une très bonne moyenne. C'est l'équivalent maintenant de 27-28 points à peu près. Merci. C'est bien de le préciser. Et du coup, derrière, ça manque un peu de soutien quand même pour Chris Paul, puisque tu te dis Blake Griffin passe même pas les 15 points. Il a 13 points. Il a 13. C'est un choc. C'est ce que je dis. Il s'est liquéfié. C'est clairement ça. Parce que quand tu fais le parallèle, et ça va être quelque chose qui va vraiment suivre les Clippers. Quand tu fais le parallèle avec sa saison régulière où il en a 18, tu passes de 18 points à 13 points en étant un joueur majeur. Et puis sans parler, alors après, de toute façon, c'est ça on va spoiler un petit peu. De toute façon, c'est ce qui va coûter la place à Vinny Del Negro, parce que il y a des choix de rotation qui sont douteuses. C'est ça aussi. Il y a des choses qui sont, il y a du coaching qui est quand même très très douteux sur cette série-là. Et surtout que tu mets une 2-0 et derrière tu te prends les 4 derrière. Tu n'enchaînes même pas un troisième sur les 4 derniers, sur les 4 ou les 5 derniers matchs. Donc voilà, il est limogé, donc il est pas reconduit, pardon. C'est pas qu'il est limogé, c'est qu'il n'est pas reconduit. Et du coup, donc ce qui est assez rare pour le coup, c'est que on a l'arrivée d'un nouveau coach via un transfert. Ouais, c'est quand même. C'est quand même très particulier. Il y en a pas eu beaucoup des transferts de coach dans l'histoire. Donc on a l'arrivée de Doc Rivers, comme l'a très bien imité Loris lors de l'introduction. Let's go guys. Donc qui arrive donc de Boston contre 2 pics de draft et des clauses anti-trade pour la saison 13-14. Donc, grosso modo, c'est OK. Il y a le transfert de Doc Rivers, mais par contre, sur la saison 13 et 14, il n'y aura absolument aucun transfert entre les Boston Celtics et les Los Angeles Clippers. Voilà
la condition sine qua non de ce trade. Et puis, ils continuent, on va dire, dans leur bonne série. Ils battent même leur record. C'est saison à 57-25. C'est magnifique. Paris, il y a rien à dire. C'est juste clinique comme saison. Je sais pas, vous, votre ressenti sur celle-là. Enfin, on est dans la continuité, en fait. J'aurais ça, des ouais. choses à dire. Vas-y, Kevin. Non, c'est vrai que t'es dans la continuité de ce que t'as commencé à proposer la saison d'avant. Tu vois, on se dit si ça a pas marché en playoff, c'est peut-être à cause des rotations, des choix de coaching, etc. Et on se dit écoute, on va faire venir un coach qui a fait ses preuves il y a pas longtemps justement avec les Celtics pour aller choper une bague. Donc tu te dis en plus, c'est peut-être à ce moment-là, tu te dis c'est peut-être ce qui manque vraiment aux Clippers en plus, quoi. Tu te dis c'est peut-être vraiment ce qui leur manque, c'est un coach chevronné qui peut leur faire passer cette étape en playoff, parce que en régulière ils montrent encore tout ce qu'il faut, quoi. Ils sont encore la première attaque assez facilement. Ça c'est un peu un classique de Lob City, mais là c'est ça se voit encore plus. Et puis tu fais encore une très bonne saison régulière, quoi. Il y a pas grand chose à dire là-dessus. Non, Puis, c'est clairement ça. et puis ça, pour aller dans ce qu'on disait tout à l'heure en termes d'attractivité, notamment de Chris Paul, c'est que là, t'as quand même un effectif, mais qui était très qualitatif la saison d'avant, mais qui s'étoffe encore plus. C'est un délire. On a des Edo Turkoglu qui viennent, Sacha Vujacic aussi qui se pointe. On a quoi d'autre? On a Darren Collison qui commence à bien se montrer aussi. On a quoi? Reggie Bullock qui est rookie pour le coup, mais pareil, ancien champion Glenn Davis aussi qui se pointe. Bien sûr. Danny Granger. Voilà, enfin, on récupère des Ryan Hollins, des Stephen Jackson, des Anton Jamison, enfin voilà, que des noms qui sont hyper connus quand même sur le circuit. Non, mais tout est fait pour que les Clippers puissent passer à un step-up véritable en playoff. Vous l'avez bien dit, les gars, saison régulière, absolument rien à dire. On est sur 57-25. Moi, il y a juste un point qui est important juste à signaler par rapport à cette saison régulière. Vous savez, durant cette période-là, la NBA commençait à se faire voir par des gens qui sont dans du non-basket. Ils s'en battent les reins du basket. Mais les highlights commencent clairement à se développer. Et il y a mon frérot Tate, que je signale et tout, que je voulais faire un petit coucou. Il voit lui-même pour la première fois les Clippers. Ça, je voulais la placer pendant le podcast et tout. Il voit les Clippers. Il se dit, mais gamin, c'est qui ce mec? Oh, il s'appelle Blake Griffin et tout. Comment il se la pète? Et en fait, tu vois, c'est des réactions de gens qui suivent pas le basket. Tu vois, y a pas de souci. Tu vois, ils ont le droit de réagir. Et de toute manière, on est dans cette période-là où les réseaux font que on commence à observer des choses qu'on ne maîtrise pas en soi. Et il y a une démocratisation de la parole sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Et quand t'as Tate qui commence à dire ça, toi, tu commences à réfléchir au loin par rapport à ton regard basket que t'as. Et tu te dis, mais en fait, il a raison. Les Clippers se donnent un genre en saison régulière que seuls les gens qui ont gagné qui pourraient se le permettre. Si vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Le nombre de fois où on voit DeAndre Jordan en train de faire les épaules, Blake Griffin qui commence à faire les yeux du mec, le cowboy du saloon. Chris Paul, il rentre dans le game, hein. Je pense que lui aussi, il rentre dans le game. Alors que je m'attendais pas que Chris Paul se comporte comme ça, parce que il vient de New Orleans, tout ça, donc, tu vois, il faisait le mec mature, mais extrêmement fort, et on l'a déjà dit. Mais les Clippers se donnent un genre qui m'ont moi-même amené à me dire, il faut qu'on les batte, ces mecs. Il faut qu'on les remette sur pied. Ils ont pas compris ce qui s'est passé. Taper. Mais ils ont pas compris ce qui s'est passé avec Zach Randolph printemps dernier déjà. Ils ont pas compris ce que Marc Gasol ils ont fait et tout. Pourquoi ils se la racontent comme ça? Mais parce que ils s'estiment psychologiquement parlant, et ça ne regarde que eux, c'est pas une critique, mais qu'en fait, on peut gagner dans cette ligue. En tout cas, c'est le positionnement que eux ils ont dans leur attitude. Donc moi, en gros, je sais pas si Kevin se souvient bien, mais ils battaient très souvent les Lakers en saison régulière. Ah oui. De ouf. Oui, il les tapait tout le temps. Il y avait plus trop de matchs à ce moment-là. Oui, non, mais c'était, oui, non, mais il y avait pas match. Non, clairement pas, ouais. Mais je sais pas comment Kevin a vécu ça, j'aimerais bien entendre par rapport à ça, parce que j'interroge pas souvent les Lakers sur cette période. Bon, après, comme on a dit, les Lakers, c'est tellement une période un petit peu
un petit peu compliqué. Oui, je pense que ça fait toujours mal de se faire battre par les Clippers, surtout quand c'est pas juste, c'est un match hyper serré à chaque fois et bon, tu perds parce que voilà, t'as peut-être un peu moins de talent, des choses comme ça mais là, non, c'est vraiment, en gros, ce que tu leur as mis durant toutes ces années qui s'inverse à ce moment-là. Ouais. Et tu te dis, bon, bah, t'as pas grand chose à faire à part constater que t'as pris du retard et que t'es clairement plus ça te rappelle aussi à quel point t'es plus du tout dans la compétition actuellement, quoi. T'es plus dans le coup, poteau. C'est ça, t'es largué, quoi. Et si vous vous souvenez, on va passer automatiquement dessus, le premier tour 2013 face aux Warriors, qui est l'équipe majeure, bien entendu, des années 2010, où t'as une vraie confrontation de jeunesse. Avec des joueurs qui série, sont, une très, 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 très belle série. Vlad, t'en as des souvenirs et tout? Bah, c'était une série qui était vachement disputée. Bon, de toute façon, voilà, hein, c'est une série qui termine en 7. Mais c'est surtout avec le match 6, surtout, qui est vraiment le match qui aurait pu être qui aurait pu tourner en l'avantage des deux équipes pour le coup. Et puis même un match 7 aussi qui est très serré. Non, après, j'ai pas de souvenir, on va dire, vraiment particulier de cette série, mais je me rappelle très bien, oui, que c'était une série qui était déjà bien serrée et qui était agréable à regarder, avec notamment Stephen Curry qui commence aussi vraiment à s'imposer. On est vraiment sur une année charnière le concernant, où là, il commence vraiment à prendre du poids sur l'effectif des Warriors, très bien aussi épaulé par tout ce qui est Draymond Green aussi, qui est arrivé il y a pas longtemps. Comment ça a émergé, Klay Thompson, etc. Oui, donc non, c'est voilà, c'est, on va dire, la maturation qui est en train de se faire du côté des Warriors, qui est intéressante aussi. Ouais, mais c'est un vrai duel de génération. Hein. On se dit, ce sera une confrontation qu'on va sans doute revoir au cours des années 2010. Et c'est la raison même, le pourquoi de ce podcast. Parce que les Clippers, cette confrontation-là, si vous vous souvenez bien, comment ils se la racontaient après la victoire au premier tour? Oh là 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 là! Ils faisaient la bouche, pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux des Warriors par rapport à leur performance en 2013. Ils étaient jaloux. Ils avaient sorti les Nuggets au premier tour déjà de Danilo Gallinari, Javel McGee, tout ça et tout, concernant les Warriors. Après les Warriors, ils perdent face aux Spurs, pas de souci. Mais les Clippers se sont dit, mais en fait, eux, c'est qui ces mecs-là? Pour venir se placer devant nous les jeunes, à qui on devait se placer. Et Chris Paul va commencer à rentrer dans l'art avec Steph Curry. Et c'est là que ça va commencer un petit peu à se friter. Et franchement, c'était, comme tu l'as bien dit, Vlad, un régal. Et comme d'hab, il se passe quoi ensuite en demi-finale, c'est bolos? Ciao. Ouais, bon, après, tu tombes face à une équipe aussi, on va dire que des gens bien peuvent perdre face à eux aussi, face à OKC, hein, pour le coup, OKC d'un Kevin Durant MVP, hein, au passage. Ouais, c'est vrai, en 2014, ouais. Faut aussi le rappeler, en effet, ouais, donc qui perd en 6. Ça termine en 6 du côté d'Oklahoma pour le coup. Bon, après, est-ce qu'il y a une réelle surprise vis-à-vis de ça? J'ai envie de dire pas réellement, parce que on a toujours un duo Durant-Westbrook, et Durant, il a 33 points de moyenne. Ouais. À quel pourcentage d'ailleurs? On est à 33 points à 47% au tir. Vas-y, frère. Vas-y, la suite. Tranquille. Et t'as Westbrook qui a quasi 28 points à 50%. Wow, Il est à 49%. Ouais, ah ouais. pour être exact. Non, tu peux. Ouais. Mais en fait, c'est là que tu te rends compte que t'es si près mais si loin, quoi. Finalement, t'es troisième de cette conférence Ouest, etc. Mais en fait, les deux qui sont devant, notamment les Spurs et OKC, sans parler du Heat qui est de l'autre côté. En fait, t'es très très loin de ces franchises qui eux jouent vraiment le titre pour le coup. Toi, et au final, d'avoir passé un tour, c'était presque une bonne perf, quoi, pour les Clippers, mais. D'ailleurs, tiens, tu t'abordes très bien le sujet du Heat, hein, en tant que fan numéro 1 du LeBron FC. Vas-y. Je suis obligé de dire. Non mais c'est là que justement tu fais le rapprochement, à la fois très près mais aussi très loin. C'est qu'à chaque fois le Heat les tape. À chaque fois, quasiment toutes les confrontations Heat Clippers, le Heat tabasse les Clippers. Ouais, c'est vrai. Ouais, je me souviens de ça. Et violemment en plus, hein. Ouais, non mais LeBron, il a de toute façon, LeBron, quand tu regardes son bilan en carrière au Staples Center contre les équipes de Los Angeles, tout le monde. c'est un massacre. C'était violent. C'est un massacre.
Non, on est Non, d'accord. parenthèse fermée. Mais ouais, en tout cas, oui, la marche était encore trop haute face à Oklahoma. Donc bon, on commence déjà à se poser un petit peu des questions sur l'effectif des Clippers. Qu'est-ce que ça donne, etc. Est-ce qu'il y a une réelle alchimie et tout. Et là arrive un certain personnage qui est tout en haut de la hiérarchie des Oh là Clippers, là. qui s'appelle Donald Sterling. C'est quoi cette musique? Le raciste par excellence. Bon, on va peut-être pas, alors on va peut-être pas non plus s'éterniser sur le sujet, mais bon voilà, on va dire qu'il y a eu des leaks, des fuites de conversations téléphoniques entre lui et sa femme de l'époque, dont je n'ai plus le nom, qui ne supportait pas qu'elle pose avec à la fois des personnes qui sont pour les démocrates et en plus qui sont des personnes racisées, comme Ouais. on pourrait dire. Tiens. Donc voilà, hein, ça fait bien sûr un tollé monstrueux dans toute la sphère NBA et même dans toute la sphère médiatique américaine. Bien sûr. Donc c'était en date du 25 c'était 25 avril 2014 que cela arrive. Ouais. Il a David À l'entrée des Stern, playoffs, qui en était fait. ouais, c'est ça, à l'entrée des playoffs, sachant que David Stern était encore à la tête de la NBA, c'était sa dernière année d'ailleurs. Il aura fait son barreau d'honneur en bannissant à vie 4 jours C'est plus tard vrai. Donald Sterling avec une amende record de 2,5 millions de dollars et contraint de revendre la franchise, Surtout des, ça, des ouais. Clippers. Ouais, Donc, tous les propriétaires sont positionnés pour le targe. Tous, à l'unanimité. mais tous, unanime. Ça ne veut pas dire que certains d'entre eux ne pensent pas comme lui, hein. Il faut Non, quand mais même bien sûr. Mais là, en fait, c'est pas le sujet. Tu viens gâcher notre business par ton comportement plus que déplacé dehors. Et moi-même, Exactement. j'ai bien aimé le positionnement également de Doc Rivers, qui est venu clairement à l'encontre de son patron, au risque également de perdre son emploi. Parce que n'oublions pas la position de Doc Rivers. Hein. Il est head coach, mais il est également président des opérations basket. C'est un poste qui est très difficile. C'est Un vrai. poste, donc c'est un poste institutionnel, opérationnel sur le terrain également à réunir. Doc Rivers, il est sur tous les fronts. Donc c'est pour vous dire la bataille psychologique aussi à mener pour ce monsieur qui lui aussi mérite aussi de Et puis de toute façon, à partir du moment où t'as un mec qui s'appelle Karim Abdul-Jabbar qui condamne ça, tu sais que de toute Ouais. façon, ça T'es dans va la pas merde. aller bien. Non. Ouais, t'es dans la merde. c'est fini. C'est fini pour le coup. Donc, et surtout qu'en plus derrière, ça a amené aussi l'abandon de certains sponsors qui se sont complètement désolidarisés. Et je pense notamment à Kia Motors, qui était vraiment le Ah oui. partenaire de la NBA. Ouais. Voilà, eux, ils ont complètement condamné, ils se sont complètement désolidarisés. Ils voulaient se désolidariser même du capital des Clippers. Donc voilà, on va dire que les effets auront été immédiats concernant cela. Donc les Clippers qui se font racheter par, je pense peut-être le propriétaire le plus passionné de la ligue, un certain Steve Ballmer, qui est CEO de Microsoft à l'époque, qui est ex-CEO de Microsoft et notamment cofondateur de Microsoft à hauteur de 2 milliards de dollars et il devient owner, donc propriétaire officiellement le 12 août 2014. Ça se passe plutôt bien quand tu vis avec 2 milliards de dollars comme ça. Mais en Surtout effet, oui, vas-y Vlad, vas-y. Surtout qu'il a craché cash. Qui fait ça même aujourd'hui? Enfin bref, bon. Kevin, tu veux peut-être réagir hein Non, pas grand chose à dire sur tout ça, mais c'est sûr que du coup, c'est déjà un premier truc à gérer pour les Clippers que t'attendais pas forcément. Déjà, tu vois un petit peu que, comme on a dit, t'es encore un petit peu loin des équipes vraiment contenders devant. En plus, tu dois gérer ça, donc on sait que ça peut être toujours des trucs qui te font un petit peu soit rester un petit peu plus, peut-être avoir une année de transition des fois, ces choses-là, parce que en fait c'est des trucs qui sont très opérationnels, mais que des fois on oublie à quel point ça peut aussi avoir de l'impact dans le basket derrière. Et du coup on va vite le voir aussi avec ces Clippers, quoi.
Ben largement, et en plus moi je voulais rapidement rebondir un petit peu sur la qualité de l'effectif au niveau des stats saison régulière, saison 14, 15, parce que c'est une année charnière quand même. Hein, si vous êtes, je pense qu'on va tous se rejoindre là-dessus. T'as Chris Paul qui a 19 points, 10 passes des moyennes, 48% au shoot. Après t'as Jordan qui a 15 rebonds de moyenne en saison régulière, 82 matchs complets. Hein. On est d'accord. JJ Redick, 43% à 3 points sur 78 matchs. T'as Matt Barnes qui a 10 points qui sort du banc. Ah non, qui est titulaire, pardon, mais bon, il fait 29 minutes. Donc en fait, t'as une grosse rotation quand même pour expliquer comment marchent les Clippers à l'époque. T'as beaucoup de joueurs de qualité, mais t'as beaucoup de joueurs aussi qui font pas mal de minutes également présents sur le terrain. Du 15, 20 minutes quand tu sors du banc et quand vous êtes 3-4, ça fait quand même beaucoup. T'as Mal Crawford qui fait toujours du 15 points, qui est toujours un des meilleurs 6e hommes de la ligue. Blake Griffin, n'en parlons même pas. Qui prend un petit peu moins de rebonds, c'est vrai, et qui commence et dans sa panoplie de joueurs, il commence à être un mode playmaker. Il a 5 passes D de moyenne, tu vois. Donc, on peut dire que qualitativement, par rapport à son basket, il essaie de développer des axes de compétences, mais qui sont clairement louables. Surtout qu'on commence à être dans une ligue où le jeu rapide commence à rentrer à se diffuser. Donc lui-même, il se met au diapason là-dessus. Et c'est tout à son honneur, parce qu'en fait, du côté des Clippers, t'as 6 joueurs qui sont à plus de 10 points de moyenne. Et en plus, plus bas, t'as le fils Austin Rivers, le fils de Papa Doc, qu'il faut quand même signaler, qui est quand même là, et qui finit avec 7 points de moyenne. C'est quand même beaucoup. Donc, pour quelqu'un qui sort du banc, donc avec tous ces éléments-là, ben tu te dis que les Clippers sont peut-être encore mieux armés que l'an passé pour pouvoir faire ce qu'il faut faire que tout le monde connaît. Bon. Et puis surtout que tu parlais de Blake Griffin, en effet, qui commençait à varier son jeu. Alors déjà, Blake Griffin est un passeur très sous-estimé parce qu'il est capable, il a une vision qui est quand même bien au-dessus de la moyenne. Et puis c'est surtout que le mec, il commence à shooter à 3 points. C'est ça. Lui, le shoot qui aura été quand même l'un de ses principaux points faibles à son arrivée. Au lancer franc déjà. Il a tellement bossé. Ouais, au lancer franc, et puis il a tellement bossé aussi son shoot à mi-distance et à longue distance. Vraiment. Parce que sur cette saison-là, il est quand même à 40% à 3 points, c'est pas rien. Bravo. Ça, félicité. De toute façon, on le verra après dans son après-carrière aussi, après les Clippers, etc., où au final il réussira à faire encore quelques piges, notamment parce qu'il avait bossé cette arme du jeu à 3 points, quoi. Mais c'est vrai que c'est un des premiers qui est dans cette époque entre deux, on va dire, où t'as vraiment le 3 points qui commence à s'installer, et lui il fait partie quand même des premiers joueurs qui font vraiment cette transition en carrière et qui la font bien, surtout, quoi. Enfin, en tout cas pour les postes intérieurs, surtout. Complètement. Et puis, quand t'arrives, comme d'habitude, cette phase playoff. Alors, je pense que 14-15. Bis repetita, quoi. T'es encore 3e, quoi. Ah, là, bizarrement, Kevin, t'es chaud, hein. Là, bizarrement, Kevin, t'es chaud, hein. Là, bon, frappé du... non, mais attends, encore une grosse saison, 3e, 56 wins, voilà, la classique, quoi. Normal, c'est ça, c'est, une journée au bureau, quoi. C'est ça. Non, mais après, il faut quand même commencer. Je crois ils font un premier tour de malade face au San Antonio, c'est pareil. C'est une très belle série aussi, hein, contre San Antonio, qui se termine sur un flotteur à quelques secondes du buzzer au match 7 par Chris Paul, sur la tête de Tim Duncan, je crois d'ailleurs, au passage. Oui, je crois, oui. Et pareil, là, c'est une très belle confrontation. Là, c'est vrai que là, on se dit, ils battent quand même les champions en titre. Bien sûr. Et puis l'Ouest, en plus, l'Ouest cette année-là est en plus très très dense, quoi. Genre entre le 2e et le 5e et le 6e, pardon, même, t'as pas beaucoup de victoires d'écart, quoi, à chaque fois. Donc c'est ça aussi. Mais du coup, à part les Warriors qui dominent vraiment, du coup, t'arrives à sortir les Spurs, et là on se dit peut-être que les Clippers ont pris en expérience avec les échecs des 2 années précédentes, et peut-être que c'est enfin le moment pour espérer un petit peu mieux, quoi. Et puis arrive la demi-finale de conf contre les Rockets. Tout se passe bien, ça mène 3-1. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis il y a la spéciale Doc Rivers qui arrive. En fait, je sais pas pourquoi vous rigolez comme ça et tous les gens Ah non, mais c'est terrible. C'est terrible. Ah, mais je pense que c'est le marquant même de toute cette période Lob City, je pense. Je pense que là, la cassure psychologique est quand même assez impressionnante. Klay Thompson, qui évolue du côté des Warriors, qui affronte les Grizzlies. Ils sortent les Grizzlies assez rapidement. Parce que je crois qu'il y a eu il y a 4-2. Il y a pas eu match. Hein.
La série de Stephen Curry. Oh là là. Non, c'est trop. C'est trop. Oh, Il est Non, bref. babyface killer. Et clairement là, il y a rien à dire. Et de toute manière, on avait quelque part compris que les Warriors étaient en route pour la finale NBA tout court. J'ai bien dit finale NBA, j'ai pas parlé de titre, hein, parce qu'il y a LeBron James. Et tu peux pas gagner dans cette ligue sans battre LeBron James. Donc c'est quand même un point important. LeBron James. Voilà, James. c'est bon, calme-toi. C'est bon. On a complimenté ton gars, on arrête. Non, soyons un petit peu sérieux. Et je déteste ça. Ah, je déteste. Oh là là. Bon, Klay Thompson a bien dit, vous me parlez de qui, les Clippers? Ben nous, on les attend, nous. C'est Klay Thompson qui dit ça. Il a dit, les Clippers, nous, on les attend en finale de conf. Ah, mais ils ont pas encore fini avec les Rockets. On les laisse d'abord terminer. Après, on arrive. Quand maintenant il y a eu la défaite, ah, ils ont perdu? Ah ben nous, on les attendait, nous. Ah ben mince. Bah mince. Quel dommage. Ah mais c'était tellement jouissif parce que les Clippers se sont... Waouh. On veut un peu trop beau. Comme d'habitude. Vous, à l'époque, Malheureusement. vous étiez pas saucé, vous, franchement. Moi, j'étais bien, je vous dis la vérité. Hein. Ouais, sans plus. Franchement, sans plus pour le coup. Quoi? Bah, moi, j'aimais bien cette équipe et bon. Ah. Bah, bon, ils sont éliminés, quoi. On va dire que ça a pas changé ma vie. Parce que il y avait Après, Cleveland de l'autre côté. Bah oui. Après, en même temps, s'ils passent, mais à quel point ils se font fracasser par les Warriors, quoi. C'est ça aussi, quoi. Ah, Je pense que... je sais. Bah, ouais, faut voir. Dynamique des Warriors, c'est vrai. Est-ce que les Clippers auraient pu faire front face à l'envolée et le dynamisme qu'avaient les Warriors, surtout à cause de l'exercice 14-15, hein, où les Warriors, je crois qu'ils finissent avec 16 défaites, je crois. 15, ouais. 15. 67-15, ouais. 67-15, ouais. Donc les Warriors étaient vraiment lancés. Je suis pas sûr que les Clippers auraient pu faire front comme ils l'ont fait au cours de l'année 13-14, justement, donc l'année passée, premier tour. Je pense qu'on aurait eu une autre figure du côté des Warriors, sans compter qu'il y a eu ce changement technique avec David Lee qui commence à sortir du banc, Draymond Green qui est dans le 5, poste 4, défensif passeur comme on le connaît bien, et il aurait, je pense, il avait les armes pour pouvoir faire front à Blake Griffin. Mais ce qui est frustrant, c'est que les Rockets n'étaient pas censés être là. Non. C'était pas censé être là. Les Clippers mènent 3-1. Tu mènes 3-1. Et qui on retrouve encore une fois dans la sauce à perdre 3-1? Doc Rivers. Mais Pardon. C'est surtout que la 3-1, alors là, je suis en train de regarder justement le game log, là, de la série. Tu sors du match 4, tu mets une douille, tu leur mets 33, tu leur mets, 33 points. Ouais, Tu mets 33 points aux Clippers. Et derrière, points. Les 3 matchs qui suivent, tu te fais frapper. Ah ouais. 124, 103, 119, 107, 113, 100. Attends, le Game 6, il le perd où? C'était à Los Angeles. Ouais. Perd à Los Angeles. Ouais, ils perdent de 12 à Los Angeles, ouais. Ouais. Bon, t'as Dwight Howard qui prend juste 21 rebonds, hein, sur ce match-là. Hein. Non, mais de l'autre côté, t'avais quand même DeAndre Jordan. Bon, DeAndre Jordan, c'est pas le même niveau, on est d'accord. Il faut respecter D12. Oui, non, mais faut respecter l'homme. Après, faut respecter le joueur. C'était un joueur très correct. Faut pas non plus. Faut pas le faire passer pour un plombier, quoi. Non, manière physiquement, c'est un joueur dominant, ça y a pas de souci. Ah ouais, 21 rebonds, 7 rebonds offensifs. Ouais. Ah ouais. Ah, ils se sont fait défoncer les poteaux. Je suis en train de regarder les stats. Le match 5, t'as quand même un Blake Griffin qui termine en 30-16 et tu te prends quand même 21 points. C'est ça, en fait. Ouais. C'est honteux. En fait, t'as des moments d'absence. C'est comme ça, il y a que comme ça que je peux l'expliquer. Où les Clippers ont clairement peur de gagner. Moi, c'est que comme ça que je peux l'expliquer. Tu mènes 3-1, t'as peur de gagner. Tu mènes 2-0 face aux Grizzlies, playoff 2013. Tu perds 4-2. Non, t'as peur de gagner, poteau. T'as peur de passer l'étape importante. Et même la confrontation face au Thunder en 2014, il y a beaucoup de situations où les Clippers peuvent faire l'écart au travers de cette série-là, j'en souviens très bien. Ils ne le font pas. Et quand t'as des mecs comme Kevin Durant, enfin bref, bon, vous connaissez déjà la suite. Non, on peut considérer les Clippers comme étant une équipe de bolos. Ah ouais. En tout cas, 2015. Bah, Là-dessus, oui. Une équipe de choker, oui, bien sûr. Et voilà. Moi, c'est mon plus grand plaisir. Parce que la saison 16, 15-16, les gars, bon, de toute manière, je pense qu'on va aller assez rapidement là-dessus parce que c'est Attends,
Ah, tu veux dire autre Attends, chose attends. Bon, vas-y. Non, mais on peut aller sur la saison 15-16, il y a aucun souci, mais vu que t'arrives pas à gagner encore, et bah tu recrutes encore plus. Tu prends Lance Stephenson, tu prends Wes Johnson et Paul Pierce, qui a une canne à côté de lui, quoi. Oui. Oui, c'est la fin. C'est la fin. On comprend que ça tire. Ces vieux sont partis, pas de souci. Ah là, c'est très compliqué. Bon bah. En fait, ouais, cette année-là, c'est vraiment le point culminant que t'arrives pas à valider et qui vient casser tout derrière, quoi. Parce que même si tu perds derrière 4-0 ou 4-1 contre les Warriors, au moins t'es allé en finale de conf, t'as progressé par rapport aux années d'avant en playoff et tout, C'est ça. t'as passé des steps, et là, bah, en fait, tu te manges encore le mur des demi, et en plus, il y a la manière avec le 3-1, quoi. Donc c'est vraiment l'effet cumulé qui te fait dire, bon, c'est foutu, quoi. Non, mais moi, cette équipe, avant d'évoquer la fin, parce qu'on arrive clairement sur la fin de la période de Lob City, elle me fait un peu penser quelque part aux Hawks d'Atlanta avec Joe Johnson, où ils ont du mal à passer cette étape des demi-finales à l'Est. Si vous vous souvenez un peu avec Josh Smith, Alan Ford, t'as eu les Celtics, et bien entendu LeBron James qui les a martyrisés. Enfin bref. Vous connaissez déjà la suite des mots. Cette année-là, les Hawks, ils sont en finale de conf, hein. Ils prennent 4-0 par le Heat. Oh bah tiens, par pour les changer. Cavs, pardon, mais ils sont en finale de conf. Au moins ils y sont allés, tu vois. Tu vois, c'est ça. Pour l'honneur, ouais, au moins. ouais, c'est ça, ils y sont allés pour l'honneur. Derrière Cleveland, ils battent le record all-time de shoot à 3 points pris sur un match en play-off. Enfin, cette série, c'est n'importe quoi. Non, Non, mais on est complètement d'accord là-dessus. De toute manière, LeBron dominé sur l'Est, ça y a pas de revenir là, y a pas besoin de revenir là-dessus. On fera un podcast là-dessus, ça c'est évident parce qu'il faut le faire. C'est LeBron. Oh purée. Là, je sais, il est en train de bouillir. Ah, ça me. Si tu veux, on peut l'appeler Pourquoi LeBron et le GOAT, le podcast. T'inquiète pas. Je suis pas sûr de participer. Hein. Si c'est pour entendre ça, là, ce que je viens d'entendre là. Les gars, je vous dis la vérité, je me pose des questions sur la suite de nos événements. Non, mais bon, en tout cas, l'effectif, il reste quand même intéressant parce que t'as Brandon Bass qui est là et tout, qui vient d'arriver, qui sort du banc, Marek Spies aussi, tu vois, tous les noms que vous avez mentionnés, ok, tu vois, mais ça fait mal, en fait. Tu vois, ça fait mal. Même au niveau des stats, tu sens même que ça a un petit peu chuté sur l'exercice 15-16, au niveau des statistiques des joueurs, mais surtout, les Clippers restent toujours au-dessus de la barre de 50 victoires. Donc, automatiquement, pour nous, analyse basket, c'est une équipe qui compte à l'Ouest. C'est ça. C'est ça. Si tu fais plus de 50 victoires, c'est que t'es sérieux. Bien sûr. Et en plus, sur 4 saisons de suite. Attends, wesh, sur 4 saisons de suite, t'as plus de 50 et tu fais aucune finale de conférence? Et en plus, mais regardez ce premier tour. Contre qui? L'Utah. De qui? De Rudy Gobert, a mis sa culotte à l'envers, Rudy Gobert, le Rudy Gobert a mis ça qui, c'est Roi Gobert, hein, vous avez compris, vous avez tout ça. Oui. Mais ils finissent avec le même bilan tous les deux, 50 victoires, 31 défaites. Et là, on se dit, bon, les Clippers sont censés rouler sur le Jazz, qu'on n'a pas vu depuis certains nombres d'années, en play-off, c'est censé bien se passer. Mais qu'est-ce qu'on raconte, en fait? Non, tu parles de quelle saison, là? Saison 2016, les frérots. 2015-2016, premier tour. Ah, c'est contre Portland. C'est contre Portland, merde, c'est l'année d'après, le Jazz. Ah, moi, c'est le Jazz, Oui, c'est l'année d'après. Oui. C'est pas grave. En même temps, tu sais, tu peux les Le mettre résultat ensemble. est le même. Même combat, hein, franchement. Je pense qu'on peut même déjà résumer les deux ensemble. Oui, c'est le Jazz, oui, c'est en 2017. Oui, attends, j'étais en train de bugger, là. Je me dis, attends, je suis sur la bonne saison ou pas? Oui, c'est les Blazers, c'est les Blazers en 2016. Ouais. Bah, tu mènes la série 2-0. Décidément, c'est vraiment des... Ouais, tu mènes la série 2-0, tu mènes 2-0, tu te fais reprendre à 2-2, puis 2-3 et puis 2-4, voilà. Parfait. Allez, emballer c'est pesé. Moi, c'est le parfait, il est magnifique, mais sans compter que les deux premiers matchs, tu les gagnes au la main en plus, hein. Non, surtout le premier match, tu gagnes au la main, 115-95, y a pas photo. Et ces imbéciles. Le deuxième aussi, ouais. Même le deuxième aussi, il y a 21 plus 20. Tu vois, il y a plus 20. Tu dis qu'il y a pas match, en fait.
Mais les Clippers ont la faculté à remettre des équipes moyennes en jeu et à espérer en se disant, ah, c'est possible. Et donc, les Blazers passent. Heureusement pour nous, ça nous fait du bien, parce que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas aussi passé le premier tour. Il y a eu Houston en passé, c'est vrai. Mais, après, t'as en effet ce phénomène-là avec le Jazz. Oh, je pense, les gars, là, on a tous compris que là, c'était terminé. On a tous compris. Tous. Là, ouais, là, tu sais que c'est la fin des haricots, là. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Franchement, t'es en 51-31, pareil, voilà, t'es le même schéma. Ouais, c'est exactement la même. C'est la même chose. Waouh. Et on arrive au même résultat. Ben, au-delà de ça, les gars, moi, je vais terminer ces mots-là par rapport à ça, parce que bon, ben, après, ben, t'as Chris Paul, ou à mon avis, ben, le board des Clippers vont comprendre que là, bah, il y a plus d'énergie pour pouvoir aller chercher plus haut, aller chercher plus loin. Et donc, été 17, Chris Paul partira du côté des Rockets. Oui, tu veux peut-être dire quelque chose, Vlad? Attention, très important, faut rappeler que aussi, juste avant qu'il parte, il y a l'arrivée de Jerry West en tant que consultant spécial aussi auprès des Clippers. Et je pense que le départ de Chris Paul n'est pas anodin derrière. Ouais, mais vous considérez Chris Paul comme étant le premier responsable à la débâcle Clippers, franchement? Non. Non, je pense pas. Je pense pas. Ben, moi, je vais vous répondre différemment. Vous, messieurs, je dirais oui, quand même. En tout cas, c'est l'un des premiers responsables, parce que quand ton équipe, toi qui es censé être la figure marquante de la franchise, en tout cas le joueur majeur de la franchise, ça bute pendant X temps, pendant bon nombre d'années alors que l'équipe permet d'avoir quand même un roster assez adéquat pour permettre d'arriver à, t'es pas le seul responsable, ça c'est une évidence, mais par rapport à d'autres meneurs dans la ligue qui commencent clairement à émerger et qui arrivent au bout du bout, le statut qu'on connaît est pas très loin de là, avec Steph Curry, ben on se dit, mais Chris Paul, toi qui avais si bien commencé, pourquoi on en est là aujourd'hui? J'ai envie de te dire, alors, pour moi, alors, en effet, on peut dire qu'il peut avoir une part de responsabilité dedans, parce que bon, quoi qu'il en est, ça reste aussi, ça reste la vitrine avec Blake Griffin de cette période-là. C'est les deux joueurs majeurs de la franchise. Et pour moi, c'est bien plus profond que ça. Bah, pour moi, la faute est la plus grosse responsabilité pour moi est vraiment liée au board des Clippers, parce que on peut faire la comparaison avec ce qui se passe aussi sur les dernières années. Hein. Les Clippers, c'est des choix qui sont pas forcément bons en termes de recrutement ou même en termes de transfert. Et puis je sais pas, c'est bizarre. Alors après, je connais pas les coulisses des Clippers. T'as quand même des équipes avec des joueurs de très très haute qualité. Hein. On pense à Kawhi Leonard. On pense même il y a du coup maintenant de plus de 2 ans, il y avait Paul George. Enfin bref, il y avait des équipes qui étaient. Enfin, les Clippers ont toujours été considérés comme des équipes très chiantes, pour pas dire éventuellement contenders. Je pense notamment à la bulle en 2020. En 2020. Et voilà, il y a toujours, je sais pas, est-ce que c'est ce complexe d'infériorité, le complexe, enfin le syndrome, je sais pas, de je ne sais pas quoi, du petit poussé, qui n'arrive toujours pas à prendre son envol, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui fait, et pour moi c'est bien plus profond que l'effectif ou le coaching. Je pense que c'est structurel pour le coup. Mais pour résoudre une situation comme ça, va falloir un homme majeur qui prenne le pas et envisager à changer l'état d'esprit de toute une organisation. Dieu sait que c'est pas facile à mener un tel travail. En amenant Jerry West pour pouvoir amener un certain point qualitatif pour arriver là où il faut aller. Bon, c'est intéressant, mais on sait très bien que c'est un court terme. Hein. Papa West, les années comme Père son âme. Voilà, père son âme. Les années avaient bien avancé. Hein. Il avait déjà très bien travaillé du côté des Warriors, en empêchant même le trade de Klay Thompson du côté de Minnesota à l'époque, on parlait de ça. Il avait bloqué tout de suite, en misant tout de suite sur Klay Thompson, en disant non, ne le touchez pas, et à juste titre. On a vu ce que ça a donné. Côté des Clippers, dans la mesure où il n'était pas architecte, comme étant un élément penseur à la montée d'effectifs, dans la mesure où les Clippers avaient déjà tourné sa bouteille quand il est arrivé. T'as moins la main pour pouvoir gérer la chose là, et tu as raison de le penser par rapport à Chris Paul, qu'il faut envisager de taper sur un bouton pour appuyer reset, et automatiquement, les premiers qui sautent, ce sont les premiers responsables à cette hégémonie de Lob City, bien sûr. Et là, Chris Paul rentre en ligne de compte. Moi, pour ma part, je suis déçu. Je suis déçu parce que j'attendais à ce que Chris Paul,
Je m'attendais à ce que Chris Paul domine vraiment sur les années 2010 en playoff. Il a fait des performances, ça c'est une évidence. Mais pas qu'il se retrouve à buter plusieurs fois en demi-finale. Wesh. C'est quoi cette histoire? Non. Non. Et il faut attendre 2021 pour arriver la première fois en finale de conférence Ouest. Ouais. Ouais, c'est beaucoup de regrets. Hein. Donc, Chris Paul, donc qui est renvoyé aux Rockets, hein, donc en date du 28 juin 2017 pour être exact, via un sign and trade. Hein. Donc il y aura un échange derrière et Blake Griffin qui courant d'année 18, juste avant la trade deadline, est envoyé aux Pistons et qui fera individuellement pour moi le meilleur basket de sa vie. J'ai jamais vu aussi dominant qu'aux Pistons. Enfin, je sais pas. Pour vous. Aussi dominant, je sais pas. Mais Ou d'avoir vraiment les épaules d'un leader. Ah, du côté des Peut-être. Pistons. Mais peut-être que c'est ça finalement le problème de Lob City, c'était qui est le vrai leader. Est-ce que Chris Paul avait vraiment l'étoffe d'être un numéro 1 sur lequel tu pouvais compter comme un franchise player finalement? Je pense pas. Est-ce que Blake Griffin avait cette capacité-là aussi à cette époque? Je ne pense pas non plus. Est-ce qu'il te manquait pas vraiment un vrai gros leader qui se détache et que Chris Paul et Blake Griffin sont peut-être des parmi les meilleures deuxièmes options si tu veux aller. Tu vois, t'avais deux grosses deuxièmes options, mais que t'en avais pas une qui se détachait peut-être. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Moi, je vais te rejoindre quand même par rapport à Détroit. En fait, ce qui est frustrant, c'est que quand il arrive à Détroit, saison 17-18, il est d'une qualité de jeu, que ce soit à la passe. En fait, il produit un basket auquel on s'y attendait pas par rapport à son âge. C'est vrai, c'est ça. Par rapport Complet, à sa panoplie de joueurs, il devient complet, il commence à dribbler, il commence à driver. Et en fait, il commence à driver droit au panier. Il attaque comme un slasher, le panier. Et en fait, on commence à voir des intérieurs. Anthony Davis, DeMarcus Cousins et Blake Griffin qui commençaient à partir sur la ligne à 3 points et driver, aller jusqu'au cercle. C'était pas forcément prévu de la part de la panoplie de ce joueur et c'est intéressant. On l'a vu à la passe, il avait clairement progressé, à 3 points aussi. Et il était d'un leadership qui était différent à Détroit où il y avait des choses qu'il fallait encore reconstruire en termes de fondation. C'était pas la même chose encore qu'aux Clippers. Donc c'est pour ça que le parallèle, pour ma part, il est un petit peu délicat. Je pense que Chris Paul et Blake Griffin étaient les hommes qu'il fallait. Ça oui, je suis d'accord avec ça. Mais le degré d'exigence, et c'est selon moi ça ce qui a fait défaut du côté des Clippers, où il y a des fois des manquements, des trous d'air. Et t'as des équipes qui sont sans doute moins fortes qu'elles sur le papier, qui les ont battues. Notamment le Jazz, que ce soit Ben Portland. Comment l'effectif de Portland peut battre les Clippers? Alors, dans ce cas-là, et ce sera peut-être la question pour clore cet épisode, est-ce que, parce qu'on parlait justement de la responsabilité, de la mise en responsabilité de Chris Paul et de Blake Griffin, est-ce qu'on les a pas trop bien entourés trop tôt? Ça, c'est une bonne question. Et du coup, est-ce que c'est pas ça qui, inconsciemment, les a un petit peu déresponsabilisés au final? Trop mis dans le confort, quoi, finalement. C'est vrai que c'est possible. Parce que c'est vrai qu'on mettait vachement en avant des recrutements XXL avec de très bons joueurs de complément, des joueurs avec de la bouteille, etc. Est-ce que justement ça les a pas peut-être desservis de vouloir peut-être voir trop beau trop rapidement en fait? Ouais, Kevin, tu voulais parler? Non, j'étais en train de réfléchir justement à ça. C'est vrai que c'est possible parfois que t'aies besoin justement de ces premières années où tu vas vraiment te forger en tant que duo du coup là pour le coup. Et c'est vrai que peut-être trop vite ils ont été proches de gagner, mais au final sans se rendre compte qu'il manquait encore beaucoup de choses à travailler parce que en fait t'en étais quand même assez loin et tu vas t'en apercevoir les années qui suivent quoi. Trop proche, oui. Et en fait, c'est là où tu t'aperçois en fait que c'est pas une grande franchise. Et les hommes même, on peut même aller plus loin. Est-ce que Doc Rivers était l'homme qu'il fallait pour pouvoir poser les bonnes fondations d'une équipe qui va commencer à gagner? Doc Rivers a été recruté par rapport en effet au bon travail qu'il a fait du côté des Celtics de Boston, avec en effet l'équipe de vieillots Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen. On a vu ce que ça avait fait en travaillant avec des joueurs qui savent déjà c'est quoi gagner, qui sont déjà dominants individuellement parlant. Or que là maintenant,
tu accèdes dans une franchise où tu as affaire à une étoile montante, en parlant de Blake Griffin, un All-Star en parlant de Chris Paul, mais qui est encore jeune dans la ligue également. Bien sûr, ouais. C'est pas la même configuration du côté des Celtics où là, tu as affaire à des joueurs qui sont déjà accomplis individuellement parlant et qui vont pouvoir mener une certaine forme de leadership légitime dans le vestiaire. Là, du côté des Clippers, tout est à monter. Tout est à faire. Et en playoff, les moments où il faut savoir serrer les boulons, les moments où il faut savoir faire preuve de plus de concentration, ça a clairement manqué pour une équipe qui devait nous produire autre chose. Ça, c'est très clair. Et tu vois, alors c'est là où j'apporterais peut-être la différence entre la période de Boston et la période des Clippers pour Doc Rivers. Doc Rivers, merci. C'est que en effet, au Celtics, il avait donc Kevin Garnett, Paul Pierce et Ray Allen. Sauf que ce sont trois superstars, Ouais. mais ce sont des joueurs qui ont perdu et Ouais. qui savent ce que c'est de perdre. Ça, Bien Et ils sûr. connaissent donc le process derrière pour gagner. Tout à fait. Et c'est là, je pense, la différence par rapport aux Clippers, c'est que on lui a filé une équipe de personnes, malheureusement. Alors, peut-être en dehors de Chris Paul, qui a quand même eu on va dire, un peu de CV avant qu'il arrive aux Clippers. Oui, c'est Et vrai. après, derrière, l'équipe qu'il avait, et notamment, je parle surtout des têtes de proue, malheureusement, qui n'avaient pas d'expérience et qui ne savaient pas quel chemin il fallait prendre justement pour gagner. Et c'est peut-être du fait un peu de Steve Ballmer, notamment à partir de 2014, où il connaît pas forcément le circuit, il sait Non. pas comment ça se passe, Non. et le board qui va avec est jeune aussi. Et malheureusement, oui, ce sont ces étapes-là qu'ils ont grillées pour pouvoir arriver au bout et qu'ils ont peut-être essayé de retenter avec Kawhi Leonard et Paul George à l'époque. Et malheureusement, ça a toujours pas réussi. Donc, être champion, c'est pas rien. C'est un alignement de planètes, c'est plein de choses à prendre en compte. Et il y en a qui n'ont pas gagné avant 20, voire même 30 ans à la tête d'une franchise. Hein. C'est un long process. Hein. Après, on peut pas en vouloir aux Clippers d'avoir pris Mr. Doc Rivers, puisque aujourd'hui, ça fait quasiment 15-20 ans que le titre des Celtics, il l'a obtenu en 2008, et il y a toujours des équipes qui continuent de lui faire confiance, malgré que le free one lead maintenant, c'est tout la définition sur Internet, tu tombes sur une photo de Doc Rivers, tu vois, Bien sûr, bien sûr. c'est l'étiquette qui lui colle le mieux aujourd'hui, tu vois. Mais Donc c'est trop. Mais ça c'est faisait 3-4 ans après, tu vois, que le mec vient de réussir aux Celtics, tu te dis, putain, mais je comprends les Clippers à ce moment-là qui se disent, en fait, c'est Normal. notre chance, quoi. Bien Et sûr. Non, ça se c'est comprend, comme on ça disait, se c'est un comprend. peu les étoiles, t'as l'impression qu'elles s'alignent. T'as Chris Paul qui doit aller aux Lakers, qui arrive chez toi. Tu peux avoir un coach comme Doc Rivers. C'est vrai qu'en même temps, t'avais toutes les impressions de te dire, on peut vraiment jouer quelque On chose. peut le faire, bien sûr. Mais c'est peut-être là le côté, cette sensation de se voir peut-être un peu trop beau. C'est parce que vraiment, peut-être qu'il y avait aussi toutes les conditions qui transmettaient le fait que tu pouvais vraiment y penser, parce qu'il y avait, c'était assez concret finalement. Et t'étais peut-être à pas grand chose, t'étais peut-être à ces petits détails, comme tu dis, qui te passent de la catégorie, parce que bon, faire 4-5 saisons d'affilée, environ 55 victoires à chaque fois, Attends. c'est pas donné rien. à tout le monde, tu vois. Non, non. Et c'est vrai qu'il leur a manqué vraiment pas grand chose finalement pour passer dans la bonne sphère. Non, il manque trop de maturité. Il manquait trop de maturité. Tu le voyais bien en playoff. Ça commençait un petit peu à trembler. Les choix des systèmes, l'exécution offensive n'était plus aussi correcte au fur et à mesure des matchs. Ça commençait à trembler autour des mains. Non. Alors que tu fais une saison régulière à 55 victoires, 56 victoires, 50. Attends. Sur 4 saisons de suite. Donc t'as une fenêtre qui est ouverte. 4. Voilà, 4. C'est ça. Voilà. Non mais ça prouve encore une fois que les Lakers avaient raison. En tout cas, les supporters majeurs des Lakers avaient clairement raison en disant, bon, les Clippers, ce sont nos petits frères. Les années 2010, on leur a donné le volet. Ils ont pas pu saisir ce qu'il fallait. À nous de reprendre les choses en main sur les années 20. Et ça a commencé direct avec la bulle. Malgré Samuel qui considère que c'est un titre Disney, ça reste un titre. Et c'est pour moi un titre qui est bien plus difficile que les autres. Voilà. Moi, Clairement, je dis ça, je suis d'accord. Ah, Et oui. pourtant, en plus, dans cette Ah, période, ok, oui. dans cette deuxième période des Clippers, dans l'ère récente, depuis l'intersaison 2019, on a quand même cette association Kawhi Paul George où on s'est dit combien de fois chaque saison, on va se le dire, chaque saison on s'est dit en fait cette équipe elle a le potentiel pour quoi. Ouais. Bien sûr. Est-ce que aujourd'hui on a plus de déceptions
sur l'ère Lob City ou sur l'ère Leonard Paul George? C'est dur en vrai. Moi je te dirais l'ère Leonard Paul George parce que t'as Pense aussi. deux Ouais. mecs qui étaient top 3 MVP à certains moments de leur 2018. carrière. En 2018. Ouais. T'as un top 3 MVP avec Paul George. 2019, t'as Leonard qui est MVP des finales NBA. Malgré l'absence des blessures des Warriors, on en a rien à foutre. Donc avec tout ça, Bien sûr. tu te Bien dis, sûr. normalement, je suis censé passer un step-up en playoff et ils ne font qu'une seule finale de conférence Ouest en C'est ça. 2021. C'est ça. C'est ça. Donc c'est une équipe de bolos. Voilà. Et ben sur Bah, ces mots, après, on va sur voir, ces- on va voir. Ouais. On va voir. Peut-être On que verra bien ce que maintenant réserve qu'ils la ont leur suite. nouvelle salle, ça va peut-être les aider. Et, Mais Ça va regarde peut-être le donner une logo. nouvelle dynamique, en effet. Regardez le logo, on dirait un bateau. Petit bateau. On dirait c'est la même pub qu'on voit là. Ces petits navires. Mais ouais, quoi, c'est pas bon du tout. Bon, on verra bien ce que On verra donne, bien. ce que donne la suite pour le coup. Eh ben écoutez messieurs, ce fut un bon épisode bien productif, hein. Absolument. On est Ah, c'est sûr. plus d'1h20, donc je C'est pense magnifique. qu'on est plutôt pas mal. Merci messieurs, on se dit à la semaine prochaine pour un sujet qui risque d'être brûlant. Je pense, on l'a déjà en tête, donc on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao.